Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? Aujourd'hui, Top Pot va faire beaucoup d'heureux, car j'ai le plaisir de recevoir pour vous quelqu'un qui aime le cannabis. C'est un peu normal, me direz-vous, car Top Pot n'est pas un podcast sur le tricot. Notre invité aime donc beaucoup le cannabis et il va bientôt lancer 2 nouveaux produits de hashish. Bonjour, mon nom est Nicolas Sosiak et je suis le directeur de financier chez Canara Biotech. Pour ceux qui ne sont pas familiers, petit détail technique, pour faciliter l'écoute, je fais un résumé des meilleurs segments. L'indicatif audio vous indique le montage des segments dans le respect de la parole de mes invités. Nicolas Sosiak, Sosiak S-O-S-I-A-K, est donc le directeur financier de Canara Biotech. On peut aussi dire qu'il est le bras droit de Zohar Krivorot, le président-directeur général de la compagnie. Zohar, Z-O-H-A-R, Krivorot, K-R-I-V-O-R-O-T. Bon, c'est simple, c'est ça. Tous les gens qui aiment le cannabis connaissent les produits de Canara et les apprécient. C'est ce que je lis sur les réseaux sociaux. Ils sont appréciés donc pour leur rapport qualité-prix. Il y a une semaine, Canara était d'ailleurs la seule compagnie à avoir 3 produits dans le top 10 des ventes en ligne de fleurs au Québec. Et pourtant, M. Sosiak me semble très discret. Mais premièrement, M. Prévost, merci de m'avoir sur votre podcast. Et oui, c'est la première fois que je fais une entrevue en français. Ma langue maternelle est anglais, mais je vais essayer de faire mon mieux pour ne pas décevoir. En fait, je ne me qualifierais pas vraiment comme un homme discret. Je suis vraiment actif sur les réseaux sociaux comme Instagram et Reddit parce que je suis vraiment passionné. J'aime fournir des mises à jour sur notre entreprise, nos marques, nos produits et vraiment écouter à notre clientèle les commentaires qui nous disent sur notre produit sur ces réseaux médias afin que je puisse apprendre et évoluer en tant que personne et entreprise. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Mon nom sur Instagram est nico.dank, D-A-N-K. Aujourd'hui, mon rôle principal ici chez Canara est directeur financier, mais je fais bien plus que cela. Je suis intimement impliqué dans tous les aspects de l'entreprise, comprenant le développement de produits, le branding, la sélection des génétiques, le marketing. Je suis très, très passionné par le cannabis et je dirais vraiment que j'ai atteint le travail de mes rêves. Par profession, je suis CPA. J'ai travaillé auparavant comme VP Finance pour une société immobilière. J'ai travaillé sur de nombreux développements à grande échelle à Montréal, au Canada et en Europe. Cependant, alors que l'industrie de cannabis se légalisait, j'avais décidé que je voulais travailler pour une entreprise de cannabis. En 2019, Canara était devenue une compagnie publique et recherchait une vice-présidente de finances. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe. De là, j'ai fait mon chemin jusqu'au CFO en vraiment juste travaillant extrêmement fort. C'est vraiment difficile de préparer à ce type de carrière car nous sommes une très jeune industrie. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a une quantité d'opportunités incroyable. Regardez où vous voulez aller et assurez-vous d'avoir les compétences et le dévouement pour l'obtenir. Canara Biotech, dans ses documents officiels, se décrit comme un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure destinés au marché québécois et canadien. C'est pas compliqué. Canara a une production annuelle de 10 tonnes, pour l'instant. Malgré ce volume, ses produits à la SQDC sont souvent en rupture de stock. Pour parodier une vieille publicité québécoise, on dirait que les produits de Canara sont frais parce que plus de gens en fument et que plus de gens en fument parce qu'ils sont plus frais. Comment arriver à tout concilier ça avec une vie de famille? J'ai demandé à Nicolas s'il couchait au bureau.
Avec j'ai 2 jeunes enfants, alors je suis au bureau 40 à 50 heures par semaine, mais après que les enfants se couchent, 9 heures à minuit le soir, tous les jours, je travaille. Alors, je mets beaucoup d'heures dans l'entreprise, mais c'est mon passion et je veux voir l'entreprise grandir. Monsieur Sosiak, je l'ai dit, est le bras droit de Zohar Krivorot, qui, lui, est définitivement très discret. Alors, j'ai demandé à Nicolas de nous présenter Monsieur Krivorot. Quel genre de patron est-il? Monsieur Krivorot est un homme excellent. Il est vraiment connecté, passionné. Il veut juste faire son meilleur. Avant commençant Cannara, il comprenait pas vraiment beaucoup le cannabis, mais il a vu une opportunité dans l'industrie de cannabis qu'il voulait attaquer. Il a créé Cannara, il a créé tous les consultants qui vont à Farnham voient la qualité d'installation qu'on a à Farnham. Il a créé ça avec pas beaucoup d'expérience en cultivant de cannabis. Mais qu'est-ce qui a changé, c'est qu'en introduisant les plantes dans notre installation, il a vraiment pris connaissance du processus de cultivation de cannabis. Il a pris une passion même de cultiver la cannabis. Il voulait comprendre pourquoi la cannabis pousse comme ça, pourquoi il y a des terpènes, pourquoi il y a de THC, pourquoi il y a le CBD. C'est notre CEO. Alors, il a vraiment... Il est 7 jours sur 7 dans notre installation à Farnham. Maintenant, il est à Valleyfield, en train d'assurer que notre processus est top shape. Alors, c'est ça que donne beaucoup de différenciation à M. Krivorot comme PDG, comme CEO. Et en travaillant avec lui, lorsque il accepte des réponses, il accepte des nouvelles idées, et c'est juste en travaillant avec lui, on peut exécuter quelque chose vraiment vite. C'est M. Krivorot lui-même qui supervise toute l'installation de Valleyfield dont nous reparlerons. Nicolas, lui, focus sur la profitabilité, entre autres, et M. Krivorot s'occupe de la cultivation avec ses maîtres cultivateurs et leurs équipes. J'ai eu la chance d'aller visiter les cultures de Farnham et j'ai vu M. Krivorot arpenter les planchers pour discuter avec le personnel. Non, lui, il n'est pas dans une tour au centre-ville de Montréal. Il semble préférer toucher la matière. L'entrevue avec Nicolas a eu lieu le 18 octobre, le jour de l'anniversaire de la légalisation canadienne. Le jour même où Exo perdait son PDG. Pourquoi? Les historiens nous le diront. Alors, dans ce contexte hyper compétitif canadien, la question qui se posait tout naturellement était simple. Est-ce que Cannara est rentable? Le lancement de nouveaux produits de hache nécessite plusieurs sortes d'investissements. Il faut donc avoir une certaine sérénité financière pour oser se lancer dans de nouveaux produits. C'est en juillet qu'on a lancé notre notre troisième trimestre. On a posté de revenus de 7 millions de dollars pour le trimestre. Et vraiment comme Cannara en avant 2017, et comme j'ai dit avant, on est une compagnie focused. On a construit Farnham, on a exécuté notre stratégie. On a eu notre licence de vente en janvier 2021 et on a lancé au Québec en février 2021, un mois après qu'on a eu notre licence. Depuis cela, Farnham livre chaque semaine à la SQDC et on vend tous nos produits chaque semaine. Et Farnham est 170 000 pieds carrés. Alors, on a clairement appris en 2021 qu'on avait besoin de plus de capacité rapidement. Et en juin 2021, on a acheté l'installation à Valleyfield, qui est 1 000 pieds carrés. Oui, c'est modulaire, c'est 24 zones de 25 000 pieds carrés, plus des autres édifices, mais le main greenhouse, c'est 24 zones de 25 000 pieds carrés. Et on va faire ça modulairement chaque mois, chaque 2 mois, on va ouvrir un nouveau zone. Et on a acheté cette installation de Green Organic Dutchman pour 27 millions. Le coût de construction était plus de 250 millions. Alors, je pense que c'était une bonne achat sur notre part.
Et qu'est-ce qui concerne 2021, 2022, c'est vraiment exécuter, comme je dis à notre équipe. On a maintenant, on a créé une installation profitable. Alors, Farnham est profitable depuis son premier trimestre en marché. Et maintenant, c'était clairement que le marché aimait nos produits. On est toujours en back order. Alors, c'est clair que la prochaine étape, c'est de produire de plus. Et c'est vraiment Valleyfield qui est notre prochain clé pour exécuter. On pense d'avoir notre première récolte en 2022. Et aussi, même de produire plus, on veut aussi, on est vraiment à dire à nos génétiques. Alors, on fait toujours des pheno-hunting, de trouver des nouveaux génétiques, des prochaines saveurs, des prochaines THC et terpènes. Alors, on constamment fait des pheno-hunting à Farnham. Je l'ai dit, je le répète, les produits de Cannara plaisent. Ce n'est pas mon opinion, ce sont des faits. Les évaluations des clients sur les réseaux sociaux l'affirment et les chiffres de vente disponibles le confirment. Par contre, trouver le cultivar qui va plaire dans 1 an ou 2 est aussi un investissement financier important. J'ai voulu, avant de discuter de hash, en savoir plus sur le processus de Cannara, parce que finalement, dans le hash, ce sont aussi des cultivars qu'ils auront choisis. C'est le processus de phénotype pour trouver vraiment la prochaine génétique pour Tribal, Nugs ou Orchid, CBD, nos marques. C'est un processus extrêmement long, ça prend 1 an. Alors, on a commencé ce processus, ça fait 1 an. On a commencé avec une quinzaine de génétiques, 10 phénos par génétique, alors ça veut dire 150 différents plants. qu'on a vraiment phénotype. On est vraiment sur la dernier stretch de cette processus, qui est vraiment juste tester le produit, qui est mon partie préférée. Et lorsqu'on teste le produit, on analyse que c'est un bon yield, le THC, les terpènes sont hauts. C'est un winner et après on décide de quelle marque on va introduire et après on va introduire et comme j'ai dit avant à Cannara, on va pas juste rester à 3 génétiques, 4 génétiques. Le marché veut la différenciation, alors on va offrir ça au marché sur tous nos marques. On sait aussi que, on l'a appris avec nos invités qui venaient du Maroc sur Top Pot, que certains cultivars sont plus propices à la fabrication du hash. Au détour de notre conversation, Nicolas m'a demandé si j'avais des chats. Pourquoi? Il paraît que les chats arrivent en courant lorsque les clients ouvrent leur boîte tribale. Un jour, peut-être, il y aura des recherches vétérinaires pour capitaliser sur ces propriétés. Mais c'est une saga pour une autre fois. On revient au hash. Je voulais connaître les motivations de Cannara pour se lancer dans la hash. Et la réponse est complexe et simple. Réponse complexe parce que l'industrie du cannabis est compliquée. Et réponse simple également, car avant tout, Nicolas Sosiak adore le hash et il voulait un produit dont il serait fier. Définitivement. Ouais, comme j'ai dit, ici à Cannara, on est une équipe extrêmement lean et agressif et focused. C'est moi, Zohar, et après notre équipe VP. Pour moi, je suis définitivement un amateur de hash qui a certainement influencé la décision. Moi, personnellement, j'ai donné moi une mission de développer un produit de hash de qualité supérieure car je ne trouvais pas sur le marché légal. Je savais que la limite de 30% de THC sur la hash ici au Québec était un facteur important dans la création d'un hash qui est de qualité. Mais je pense après tout l'R&D qu'on a fait, je pense qu'on a l'atteint sur nos nouveaux produits. Aussi, nous les Québécois, on adore le hash. C'est la 3e catégorie en importance avec seulement 24 produits actuellement offerts à la SQDC. Alors moi, je pense vraiment qu'il y a une place dans cette catégorie pour un produit et même un produit de qualité supérieure à bon prix. Personnellement, je trouve ça fascinant d'imaginer des adultes dans une pièce
en train de discuter de leur projet de fabrication du meilleur hache au Canada ou des plus beaux joints préroulés. Voyez le genre. Que cela soit pour du hache ou un biscuit vegan à la guimauve, il y a toujours un processus de création, ça va de soi. C'est un des plus grands privilèges de Top Pot que de pouvoir poser ces questions aux artisans de l'industrie québécoise du cannabis. C'est un projet qu'on a décidé, ça fait 1 an, en octobre 2020. On a décidé qu'on voulait créer du hash, la mission de créer un hash de 30%, en dessous de 30% de THC, qui est de qualité. Alors, on a commencé, ça fait 1 an. On a fait beaucoup de R&D, presque 100 formulations qu'on a travaillé sur, et ça fait juste récemment qu'on a atteint vraiment le produit qui était vraiment satisfait pour nous. Ouais, en fait, c'est ça. C'était vraiment un processus de 1 an on a atteint une mission. On a commencé l'équipe de hash de 2-3 personnes. On a donné l'objectif. Moi, j'étais dans le lab. Notre Zohar était dans le lab. On a créé quelque chose et après maintenant on a switché. Lorsqu'on a eu la recette pour nos 2 produits, on a lancé en commercialisation et maintenant on attend les ventes. On entre maintenant dans les détails de la production de ces nouveaux produits de hache. Vous noterez l'intention particulière de Cannara Biotech pour réduire le pourcentage global de matière végétale dans leurs produits de hache. On va introduire 2 produits de hache sur notre marque, Nugs. Le premier, ça va être Old School Hash. L'Old School Hash est créé avec une méthode d'extraction sans solvant sec. En anglais, it's called dry sift. Nous commençons avec un cannabis cultivé en intérieur, alors strictement notre cannabis, et extrait les trichomes. Ensuite, avec une chaleur douce, on presse le kiff pour créer un hash cohérent, collant, malléable et rempli avec des terpènes. On utilise les cultivars exotiques de Tribeur Nugs, qui est le Early Lemonberry, Gelato Mint, Cuban Links, Dositos. Et après, on combine, et ça, c'est la clé qui est différent, je pense, différent de notre produit, c'est qu'on combine avec un génétique CBD pour créer un nouveau type de hash qui est 26 à 30% THC, 8 à 15% CBD pour un total compte de cannabinoïdes de 34 à 45%. Alors, je savais que c'est sur un bout de hash de 100%, si on dit 30% est du THC, 0% est du CBD, ça veut dire que 70% est du plant material, que Frenchy Cannoli appelle contaminants. Alors, c'est pas contaminants en ça, c'est juste que on veut pas fumer beaucoup de plant material. Alors, le ratio plant material THC, c'est très important. Alors, si on avait juste la limite de THC à atteindre à 30%, il y a des autres cannabinoïdes qu'on peut introduire dans le produit pour assurer que le montant de plant material est moins que 70%. Alors, on va introduire 8 à 15% de CBD pour diminuer le contenant de plant material en dessous de 60 à 65%. Oui, la concurrence, qu'est-ce qu'on voit sur le marché, c'est la limite de 30%. Des fois, il y a du CBD, 2-3%, mais c'est pas constamment. Alors, ça me dit que la compétition, il essaie de faire, il commence avec un matériau plus haut de THC, il introduit un peu de CBD juste pour atteindre le 26 à 30% et après, il finit là. Alors, pour le Old School Hash, la première combinaison de Old School Hash va être Early Lemonberry croisé avec Cannatonic CBD. Et tous nos produits Old School Hash va être en forme de 3 grammes. Notre deuxième produit, c'est le Ice Water Hash. L'Ice Water Hash est un hash de qualité supérieure dérivé des génétiques de THC et aussi CBD, cultivé à Farnham intérieur, à source unique, extrait à travers de l'eau glacée pour vraiment donner une belle représentation des terpènes du génétique original. En termes de processus, comment le faire, on prend vraiment des cocottes entiers et on agite dans l'eau glacée pour extraire les têtes et les trichomes matures et la résine.
Et ça donne vraiment un purité, ça donne le maximum cannabinoïdes et terpènes qu'on peut extraire pour faire du hash. Pour notre premier génétique, on va faire des rotations. Celui-là va être vraiment basé sur le Early Lemon Berry, tandis que le Old School Hash va être une rotation de tous nos génétiques. Old School Hash va avoir Gelato Mint, tu peux aller au magasin, ça va être une rotation, toujours une surprise. Pour le Ice Water Hash, ça va être vraiment toujours Early Lemon Berry, mais croisé avec 3 ou 4 différentes génétiques CBD que nous on a à Farnham, le Critical Mass CBD, le CBD Runs ou même un Cherry Wine. Et ce produit, ça me tient à cœur. Celui-là est vraiment formulé pour le marché québécois. C'est encore 28 à 30% THC, mais 25 à 40% CBD, pour un total compte de cannabinoïdes à 53 à 70%. Alors, potentiellement, sur ce produit-là, on a moins que 30% plant material dans ce produit d'hash. Ça va être en Temple Bottle de 1 gramme. Pourrait créer un produit de 30% THC et arrêter là et vendre ça comme tous les autres producteurs. Mais on a pris des génétiques, on a pris le CBD, on a pris un processus parce que c'est la seule province au Canada qu'on limite la quantité de hash à 30% THC. Alors, je savais que si je donnais un produit de 30% THC avec aucun autre cannabinoïde, juste comme ça va être un produit comme qui est sur le marché. Alors, on a focus pour vraiment créer quelque chose pour le marché québécois qui est plus de qualité. Ice Water Hash, je pense pas qu'il y a beaucoup de produits maintenant. Je pense un autre compétiteur qui fait le processus de Ice Water. Tous les autres sont du dry sift. Et aussi, on utilise nos génétiques, nos propres matériels. Alors, c'est pas de matériel de notre compagnie qui traînait pendant 1 an. C'est vraiment le matériau de qualité. Il y a juste un génétique qui est vraiment le clé pour nous, c'est le Cherry Wine CBD. Ça va être un input ingredient dans tous les 2 produits d'hash. Évidemment, oui. Les explications de Nicolas nous informent des immenses difficultés qui attendent les producteurs autorisés qui veulent innover. En toute logique, et avec le nombre d'écoles de commerce qui produisent des spécialistes au Québec et dans le reste du Canada, je voulais savoir si Cannara avait fait une étude de marché en bonne et due forme. Non, on n'a pas fait des études de marché officielles. L'industrie est encore jeune. Même si on faisait une étude de marché, je pense pas que ça va vraiment refléter la précision et les véritables désirs des consommateurs. Alors, pour nous, comme je disais avant, c'est la 3e au Québec, c'est la 3e plus grande catégorie de produits. On savait on est passionné, toute la compagnie, tous nos employés sont passionnés de cannabis. Alors, on peut faire une étude même juste en nos employés nous-mêmes et voir est-ce que le hash qui est sur le marché légal vous satisfait. Et c'était clairement un non. Et c'est vraiment avec cette mission et sachant que c'est la 3e plus grosse catégorie, c'était une décision très facile. Une des raisons du succès, ou peut-être la principale raison du succès de Cannara Biotech, est ce ratio qualité-prix de ses produits. Sur les réseaux sociaux, ce ratio avantageux revient constamment lorsque les consommateurs évoquent les produits de Cannara. Je pense qu'une partie de ce succès revient aussi au choix des formats proposés. Alors, quel est le raisonnement derrière les formats proposés pour les nouveaux produits de hash? L'Old School Hash, ça va être en 3 grammes. C'est notre produit le moins cher. Alors, on sait que le consommateur aime le hash en quantité. La limite est 3,5 grammes parce que tu peux pas avoir plus que 1000 milligrammes de THC dans un produit. Et si on voulait toujours atteindre 30% ou essayer notre objectif est être plus proche à 30%, 29,9999,
si on avait un format de 3,5 grammes, ça peut dépasser le milligramme limite. Alors, on a dit, OK, 3 grammes et on peut l'offrir à moins que 50 $. Alors, ça va être un produit que c'est pas dispendieux et c'est en gros format. Et notre Ice Water Hash, c'est vraiment notre hash plus de qualité. C'est fait avec les cocottes entiers de cannabis. C'est roulé en Temple Ball. Alors, c'est un format de 1 gramme et on a décidé ça parce que ça donne plus d'accessibilité à nos consommateurs d'essayer le produit. On a trouvé qu'en boule, ça donne de texture plus malléable. Ça encaisse le hash ou le kiff dans la boule. Ça permet à tout complètement la hash à vieillir et donne la couleur de hash qu'on veut. En brique, alors c'est vraiment ça, on a décidé parce que nous on pense que le Temple Ball c'est vraiment le plus, ça représente le plus qualité au format et ça donne le plus la malléabilité. Et pour le Old School Hash, on va être en brique ou en rouleau. On est en train de décider maintenant. C'est vraiment pour les deux formats, c'est vraiment c'est quoi la définition de Old School Hash? C'est les deux shapes, ça donne le format de Old School Hash. Alors en brique ou en petit snake ou rouleau, ça va être les produits de Old School Hash. Pendant notre discussion, Nicolas m'a confié que ses équipes, à quelques jours du lancement des produits de hash, eh bien, ces équipes continuent de faire des tests pour trouver la meilleure forme physique pour le produit qui sera vendu sous la forme de ce que j'appellerais une barrette. C'est le mot que j'utilisais, que les revendeurs utilisaient à Paris il y a des millions d'années. Ouais, c'est c'est le end hour, mais comme on est des passionnés, on n'est jamais satisfait. On va vraiment prendre tout le temps, la dernière minute pour assurer que le produit est excellent. Alors on avait notre shape et on pose les questions. Est-ce que c'est le final shape? Si c'est pas le final shape, on va le changer et on va lancer en succursale encore une semaine, 2 semaines à décider. Alors différence en shape, c'est mineur. C'est corner rounded ou non, right? Alors, c'est vraiment juste la finition du produit. Mes premiers souvenirs de hash sont parisiens. Oui, c'est à Paris que j'ai commencé à fumer du hash avec un collègue de l'université qui est d'ailleurs devenu proviseur dans un lycée. Quand j'ai vu les photos des produits de Canara, pendant quelques secondes, je n'ai pas compris ce que je voyais. Alors, j'en ai profité pour demander à M. Sosiak de confirmer les intuitions que j'ai eues. Ça, c'est vraiment les trichomes que vous voyez. C'est les trichomes qui sont pressés. Régulièrement, quand c'est du black hash où il y a 70% de plant material, ça va juste être en couleur, ça va être en texture. Mais si c'est 70%, qu'est-ce que je pense la photo que vous avez vue, c'est notre Ice Water Hash. Si c'est 70% de cannabinoïdes, ça veut dire que ce boule, le masse, 70% de cet 1 gramme est des trichomes. Non, c'est vraiment des trichomes, ouais, c'est vraiment des trichomes. Honnêtement, je pense que mon Ice Water Hash, c'est un produit qui est unique au Canada, je pense peut-être pas en Europe, mais unique au Canada, même aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on peut trouver maintenant un 30% THC, 40% CBD produit hash fait à l'eau glacée. Je crois beaucoup à la valorisation des compétences. C'est un peu aussi la raison d'être de Top Pot. Pour un Frenchy Cannoli à la renommée internationale, que savons-nous de nos artisans locaux? Cette semaine, un Québécois a été nommé le meilleur sommelier de la planète Terre. Oui, les journaux sont toujours heureux et presque fiers de publier ce genre de nouvelles. On n'est pas encore rendu là pour le cannabis. Eh bien, une partie importante du rôle que j'attribue à Top Pot est de faire connaître, tout simplement, les Québécois qui sont les artisans du cannabis. Pourquoi? Parce que la légalisation du cannabis est devenue une affaire planétaire
et que l'industrie québécoise et canadienne doivent dès maintenant se projeter dans le futur. Et le futur, nous le créons actuellement au Québec. On connaît très bien maintenant le titre maître cultivateur. Mais les artisans du hash chez Canara, on les appelle comment? Peut-être le nom qu'il veut, c'est Hashishin, Master Hashishin, mais pour le moment, c'est Hash Manager. Nous, on a bâti notre équipe Hash avec des personnes comme nous, comme moi et Zohar, très passionnés. Besoin d'être très passionné, c'était même une exigence pour la position sur l'équipe, d'être très passionné sur l'Hash. Alors, on a accumulé une équipe fantastique pour préparer les produits. Notre gérant de Hash, notre Hashishin, c'est M. Andrew Carter. Il a commencé, il était vraiment la personne que moi j'ai commencé, j'ai engagé. J'avais la mission de créer les produits Hash en dessous de 30% avec du qualité. Je voyais vraiment Andrew Carter, il connaissait l'industrie, il connaissait le hash, il connaissait même les produits après, le butane, le hash oil, le rosin, fresh frozen. Vraiment cette norme que moi je voulais introduire dans les produits. Alors j'ai identifié comme un candidat qui a les compétences à donner à Canara. Et aussi, on a engagé Isaac Marié, Devin Barabé, qui est aussi... Isaac Marié est plutôt sur notre Ice Water Hash et Devin Barabé sur notre Old School Hash. Et même les quinzaines d'autres personnes qu'on a dans l'équipe de Nugs Hash sont excellents, sont passionnés, sont excités à lancer le produit, sont vraiment, vraiment excités à aller dans le magasin le premier jour à prendre le produit. Et même notre CEO, c'est Zohar, les dernières 2 semaines, 3 semaines, un mois, il était dans le lab, on raffinait notre processus, notre hash, et maintenant on est extrêmement satisfait avec le produit et on est vraiment excités. Je parlais tout à l'heure de Frenchy Cannoli comme figure emblématique de l'éclosion de la culture avec un K du hash. Canara avait commencé à discuter avec lui pour faire de la recherche. Puis Frenchy nous a quittés abruptement. Où en sont rendus ces projets de collaboration? Premièrement, notre hash et Frenchy Cannoli s'est séparé. Nous, on a fait notre hash, notre processus, notre équipe. Personnellement, l'équipe et moi, on était très inspirés par Frenchy Cannoli. C'était vraiment un homme dévoué au domaine avec un objectif de diffuser des informations sur le processus de fabrication de hash à tout le monde. Alors, c'était vraiment un homme remarquable. On a parlé avec lui avant son décès de travailler sur une étude de hash pour déterminer scientifiquement le moment le plus optimal pour récolter le cannabis pour la fabrication de hash et aussi comment les effets devaient sur le hash sur le temps, qu'est-ce qui arrive, pourquoi. Vraiment le raisonnement scientifique parce que c'était vraiment un objectif de vie pour M. Cannoli qu'il a vu que vraiment quand tu harvestais récoltais ton cannabis ou tu vieillissais ton hash, il y avait un changement dans les cannabinoïdes qui faisait. Il voyait ça avec son expérience. Mais il n'y avait jamais les méthodes de dire pourquoi et d'avoir une recherche scientifique pour dire pourquoi. Alors, nous, on a décidé de vraiment de travailler avec lui. Maintenant, on travaille, après son décès, on travaille avec l'équipe, sa femme, pour vraiment trouver les réponses à ces questions et partager ça avec le public, puisqu'on peut tout améliorer notre processus. On va commencer cette étude dans les prochains mois. Vous connaissez maintenant un peu mes marottes. Et un projet comme celui du lancement de ces 2 produits de hash, ça implique quoi en termes de coût de développement? C'était un projet, c'est sûr que c'était dispendieux. On a fait le commitment qu'on voulait créer quelque chose unique. Alors, on a mis l'argent pour créer un laboratoire
uniquement pour le hash. On a une zone deep freezing qui peut aller jusqu'à -20 pour geler le cannabis. On a un cold room de 10 degrés pour assurer que c'est vraiment froid et pour extraire le cannabis à bonne qualité. Alors, on a investi beaucoup d'argent dans notre structure. On a engagé 20 personnes dans le départ. Et on vise d'être disponible fin octobre, première semaine de novembre. Les produits de Cannara sont maintenant disponibles en Ontario. Est-ce que le hash fabriqué au Québec sera aussi vendu chez nos voisins? Pour le Ontario, on est Ontario maintenant avec nos produits CBD Runs et Gelato Bint. Mais en Ontario, le processus pour avoir un nouveau SKU, c'est plus long. Ça prend 3 à 6 mois. Et ça va être un autre... On va aller à Ontario, mais ça va être une autre formulation parce que il n'y a pas de limite de 30%. Pour être capable de répondre à la demande des consommateurs de la SQDC, Cannara a acheté les installations de T-God à Valleyfield. Alors, où en est rendu cet immense projet qui pourrait, normalement, si tout va bien, assurer une croissance modulaire, intéressante et pertinente pour Cannara? Venons d'annoncer qu'on redesign chacun de nos 24 zones pour imiter les conditions de culture antérieures, comme celle que nous avons à Farnham. L'installation à Valleyfield, c'est un hybrid greenhouse. Mais en fait, on peut fermer tous les rideaux, on blackout le rideau. Alors, il n'y a pas de lumière du soleil qui va être utilisée pour cultiver les plantes. Ça va être tout des LED. On est convaincu que ça va produire la même qualité de cannabis qu'on produit maintenant et nos consommateurs nous connaissent pour. Et en 2022, avec l'acquisition de Valleyfield, on peut multiplier notre capacité de production par 10 à 15 fois. Et c'est notre problème numéro 1 maintenant. Et notre première récolte va être disponible en février 2022 de Valleyfield. Et on va continuer à ouvrir des zones à Valleyfield durant 2022 pour augmenter notre capacité de production. Et nous travaillons également sur des nouveaux produits de cannabis 2.0, Nugs Hash. Les deux produits, c'est juste le commencement. Les autres produits qu'on travaille sur, c'est très intéressant. Et toujours, comme j'ai dit avant, on travaille fort pour apporter des nouvelles génétiques à tous nos marques constamment. On arrive à la fin de notre rencontre avec Nicolas Sauziac. Le lancement des produits de hash n'a pas encore eu lieu au moment où j'enregistre cet épisode. Mais vous le savez, ce n'est pas une raison pour ne pas continuer d'être curieux. Après le hash, quels sont les nouveaux chantiers à venir pour Cannara Biotech? Après la hash, c'est certain qu'on va lancer dans l'huile, de trouver une bonne formulation de tincture de l'huile. Aussitôt que Québec ouvre ses portes pour les produits de concentrate, on va aller dedans, comme le butane hash oil, c'est un projet qu'on travaille sur, et le fresh frozen, toutes les concentrations, ça va être vraiment une production pour nous, et aussi les huiles et les tinctures. Pour les beverages et edibles, pour le moment, non, parce que la limite de THC est vraiment limitée. Nous, à Cannara, on pense que l'industrie, les réglementations ont besoin de changer avant qu'on peut jouer dans cette catégorie, parce que il y a déjà beaucoup d'investements des gros compagnies qui dominent cette catégorie. Alors, aussitôt qu'on peut vraiment créer des produits uniques avec des saveurs uniques, des THC plus élevés, ça va être la piste pour Cannara. L'expression québécoise « la preuve est dans le pudding » est la méthode ultime de différenciation des produits offerts à la SQDC. Entre les discours et les promesses, et en l'absence d'un marketing similaire à celui de l'alcool, par exemple, la preuve est dans la boîte, rien que dans la boîte,
toujours dans la boîte. On est passionné, on est focused de créer une compagnie, des marques très intéressantes pour les consommateurs québécois et canadiens. Et je pense avec l'acquisition de Valleyfield, c'est vraiment notre nouveau chapitre. Merci beaucoup. Et voilà, c'était votre épisode hebdomadaire de Top Pot. Merci beaucoup à Canara Biotech et à Nicolas Sosiak, évidemment, pour leur générosité. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire. lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie évidemment pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.